Je m'étais dit qu'il y avait deux façons de commencer cette conférence pour un petit peu avoir votre attention. Soit je vous fais faire des tours de terrain dans la prairie en bas pour digérer, soit je commence par une petite histoire. J'ai un peu de compassion pour vous, je me suis dit on choisirait l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est en couple et il est à la fac. Donc pour ceux qui sont passés par la fac, même si c'était il y a longtemps, vous savez, c'est l'époque où on passe plus de temps à faire la fête qu'à travailler. Vous voyez ça? Et ce jeune homme, qui s'appelle Pierre, il ne fait pas exception. Et malgré son régime alimentaire à base de pâtes et de sandwichs, comme bon nombre d'étudiants, il a pas mal d'énergie. Il a l'énergie pour faire la fête. Et pour ce qui est des examens, il sait faire, il révise toute la nuit et la veille, et il passe, à peu près. Mais il lui arrive quelque chose à Pierre. Un jour, le pauvre Pierre, il se fait larguer. Il n'est plus en couple. Et du jour au lendemain, il n'a plus envie de rien faire. Il n'a plus d'énergie. Il ne sort plus. Il n'a même plus envie d'aller cuisiner des pâtes. Du coup, il commande des pizzas à la place. C'est la deuxième option préférée des étudiants. Et il ne fait plus rien. Pourquoi je vous parle de Pierre? Parce que si on observe ce qui se passe, Pierre, il n'a pas changé ses habitudes alimentaires, même si ce n'était pas exceptionnel. Il n'a pas changé son mode de vie, son rythme de vie, son sommeil. Et pourtant, juste avec une mauvaise nouvelle, il est passé de « j'ai plein d'énergie » à « j'ai pas d'énergie ». Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a tendance à dire l'énergie, c'est les vitamines, c'est les calories, c'est les ci, c'est les ça. Et je voulais juste illustrer, en prenant un exemple qu'on a potentiellement tous vécu, qu'une chose qui se passe là-dedans peut radicalement changer notre niveau d'énergie, et instantanément. A l'inverse, vous avez peut-être déjà eu de très bonnes nouvelles, vous lisez un message sur le téléphone, d'un seul coup, vous avez un max d'énergie pour toute la journée. On a tous vécu ça. Donc ça, c'est juste pour introduire l'idée que la notion d'énergie, et je pense que si vous êtes là, vous vous y attendez un petit peu, mais je voulais qu'on commence avec quelque chose qu'on a tous vécu, qu'on a tous observé. La notion d'énergie et donc potentiellement de vitalité, de bien-être, n'est pas qu'une question de qu'est-ce que je mange, est-ce que je dors bien, etc. Et c'est vraiment mon intention avec cette conférence aujourd'hui, donc que j'ai intitulé « Le bien-être quantique ». Alors, c'est un titre un petit peu marketing. À vrai dire, j'ai horreur de ce terme-là, parce qu'il est un peu utilisé à tort et à travers, et il est rarement défini. Mais moi, mon objectif avec cette conférence aujourd'hui, c'est un petit peu de réunir le scientifique et le mystique. D'accord? De marier le tangible et plus le spirituel. Et comme l'a dit tout à l'heure Martine, si on veut vraiment sortir de la matrice, si vous voulez, pour moi, c'est important d'avoir les deux. Parce que si on est trop la tête dans les nuages, souvent on néglige le corps et on a de super idées, mais en attendant, le corps il nous parle avec les symptômes. Si on est trop dans le corps et qu'on néglige le reste, on devient matérialiste. Et le paradoxe de l'être humain, c'est qu'on est un petit peu des deux. Et pour moi, apprendre à marier les deux, c'est ça qui nous permettra vraiment d'avancer. Donc pour commencer, ça c'est une des rares choses que j'ai retenues de mes cours de philo quand j'étais en terminale. Je n'ai rien retenu à part ça. Mon prof m'a toujours dit, avant de commencer une dissertation, on définit les termes. On part de la définition, comme ça on sait qu'on parle tous de la même chose. Donc je vous propose de parler de la définition du mot quantique, puisqu'on l'entend à tort et à travers, dans tous les contextes. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Le mot quantique vient du latin quantum. Je ne sais pas comment on prononce, je n'ai pas fait latin. En anglais, on dit quantum. C'est quantum. Quantum, ça veut dire combien. Pourquoi quantique, combien? Pourquoi on utilise ce terme? Ça date du début du XXe siècle, à l'époque où les physiciens découvraient les premières théories de la physique quantique. Et un aspect fondamental de la physique quantique, c'est une découverte qui a changé beaucoup de choses, c'est que l'énergie n'est pas continue, c'est quantifié, c'est par paquet. Donc si vous voulez visualiser la différence, c'est la différence entre des escaliers qui sont par palier, d'accord? Ça c'est quantique, plutôt qu'une rampe. D'accord? Une rampe, c'est continu, ça monte de manière continue. Les escaliers, c'est par palier. Donc les escaliers, en ce sens, sont quantiques. C'est marrant à dire, mais c'est vrai.
selon cette définition-là. Avec le temps, on a eu tendance à associer le terme quantique avec le domaine de l'infiniment petit, okay, le domaine de l'invisible, le domaine de la physique quantique. Okay, ça, c'était la petite leçon d'histoire. Et donc, ça date d'il y a à peu près 110 ans, plus ou moins. Avec le temps, maintenant, vous le savez, c'est de plus en plus tendance, on en parle dans tous les sens, et on a tendance à extrapoler beaucoup de découvertes scientifiques et à chercher à savoir qu'est-ce que ça implique pour notre quotidien. Donc ça, c'est la définition de quantique. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est tenter, alors contrairement à l'école où on est rangé par niveau, hein, il y a le CP, il y a le CE1, il y a le CM2, etc. Là, je n'ai aucune idée de votre niveau scientifique. Donc la difficulté, c'est que si je vais trop compliqué, j'en perds la moitié. Si je vais trop simple, il y en a qui vont s'ennuyer. Donc ce que j'ai décidé, c'est de faire plutôt dans le simple, et ceux qui veulent parler un peu plus compliqué, ils viennent me voir à la fin et on en parle, si vous voulez. Mais mon objectif, ça va être de dire qu'est-ce que ce quantique, en quoi c'est un lien avec notre santé aujourd'hui. Je vais vous donner quels sont un petit peu les mécanismes quantiques de choses qu'on entend tous les jours, comme faire du sport, comme bien respirer, comme un bon état d'esprit. Je vais vous donner qu'est-ce que, selon la perspective quantique, qu'est-ce qui se passe dans le corps concrètement et comment on peut l'expliquer selon la physique quantique. Et ensuite, ce que je vais tenter de faire, c'est quelles sont les implications concrètes pour notre quotidien. Parce que le but, ce n'est pas qu'on soit juste dans la théorie, c'est qu'est-ce que je peux faire moi concrètement dans ma vie pour sortir de la matrice, pour prendre soin de moi concrètement. Donc, quand on parle de la santé du corps humain, on a tous entendu parler de l'anatomie. Il y a tel muscle par-ci, il y a tel os par-là, il y a les organes-ci, etc. L'anatomie, c'est un petit peu comment c'est disposé dans le corps. Ensuite, on a peut-être potentiellement entendu parler de la physiologie. La physiologie, c'est comment ces organes communiquent entre eux, fonctionnent. Par exemple, comment le foie il fait pour détoxifier les choses qui viennent. On entend souvent parler de la détox du foie. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Ça, c'est la physiologie. Ensuite, il y a la biologie. Moi, j'ai fait des cours de bio quand j'étais au lycée et au collège. La biologie, on a entendu parler. La biologie, c'est plus le domaine non pas des organes, mais de la cellule. Donc là, ce que je suis en train de vous faire, c'est que je vous montre à l'échelle. On commence avec l'anatomie, à l'échelle de l'humain, la physiologie, à l'échelle des organes. Là, la biologie, on commence à être à l'échelle de la cellule, qu'on peut observer au niveau avec un microscope. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la biochimie. La biochimie, si vous avez déjà entendu parler de vitamines, de cholestérol, d'hormones, de protéines, tout ça, c'est le domaine de la biochimie. Okay ? Le dernier domaine dont on n'entend jamais parler, et c'est celui sur lequel je vais me appuyer la majorité de la présentation aujourd'hui, c'est le domaine de la biophysique. Donc la biochimie, on a dit biologie, cellules, biochimie, molécules, biophysique, atomes et particules subatomiques, comme les électrons, les protons, etc. Donc vous voyez qu'on a une échelle de choses qui se passent et on a tendance à se focaliser sur certaines. On a tendance à se focaliser aujourd'hui beaucoup sur la biochimie parce que c'est le domaine des traitements médicamenteux. Quand je prends un médicament, ça agit sur la biochimie, principalement. La physiologie, on l'étudie beaucoup, l'anatomie aussi, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par certaines choses qu'on entend un petit peu tous les jours ou qu'on a déjà explorées potentiellement dans notre vie, mais à travers le prisme de la physique quantique, ce qu'on peut aussi appeler la biophysique. Donc, si on commence par la notion de métabolisme. Alors, le métabolisme, c'est la notion de « je brûle des calories ». C'est comment est-ce que le corps fait pour produire de l'énergie. Donc, en général, dans le langage courant, on entend parler de brûler des calories. Et c'est, je vous le dis tout de suite, c'est un abus de langage. Ce n'est pas littéralement ce qui se passe. Ce n'est pas littéralement ce qui se passe, et d'ailleurs, ça a beaucoup d'implications dans la notion de perte de poids. Parce que si on brûlait vraiment des calories, cette perspective un peu mécaniste ou mécanistique du métabolisme, c'est il suffit de bouger plus, de manger moins et je perds du poids. Ceux qui ont essayé de faire ça savent que ça ne marche pas forcément. Il se trouve que le métabolisme, si on regarde vraiment ce qui se passe à l'échelle microscopique, ce n'est pas du tout une question de je brûle des calories, c'est une question d'électricité. C'est-à-dire que ce que je mange, c'est décomposé en acides gras. Vous avez peut-être déjà entendu parler des acides gras. On les voit souvent sur les étiquettes. Les acides gras saturés, polyinsaturés, monoinsaturés, etc. Les oméga 3, acides gras.
on a les acides aminés, donc ça c'est les protéines, et ensuite on a du glucose à partir des glucides, donc le sucre. Les acides gras et le glucose peuvent être décomposés à l'échelle vraiment microscopique en électrons et en protons. Et pour rester vraiment très très simple, un électron c'est juste une particule qui a une charge négative, et un proton c'est une particule qui a une charge positive. Vous avez tous une voiture, je suppose, plus ou moins. Dans la voiture, il y a une batterie, il y a un côté positif, un côté négatif. Qu'est-ce qui se passe quand on met le plus et le moins face à face? Ça s'attire. Si je mets un plus et un plus, ça s'éloigne, ça se repousse. Et en fait, ces petits protons et ces petits électrons qui sont extraits du glucose et des acides gras qu'on mange créent ce qu'on appelle un gradient électrique. Et ça crée de la tension électrique qu'on peut mesurer en volts. Et ça permet de faire tourner une turbine qui produit de l'énergie. C'est comme ça que ça se passe. J'espère que j'ai perdu personne. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est électrique. D'accord ? Ce n'est pas juste une question de « je brûle des calories ». Il n'y a pas besoin de chercher plus loin, je voulais juste vous donner un petit peu le mécanisme pour savoir que ce n'est pas juste une question de chimie, c'est vraiment une question physique. Ensuite, il y a la notion de respiration. Alors, vous n'avez pas besoin de répondre à voix haute, mais combien de temps vous tenez sans respirer? Pas longtemps. Donc, on sait que la respiration, c'est important. Et en général, on sait qu'on respire pour avoir notamment de l'oxygène. Pourquoi l'oxygène est important? Eh bien, en fait, c'est lié à ce que je viens de vous raconter. Parce que pour produire de l'énergie, les électrons en particulier, il faut les faire bouger. Et d'ailleurs, la circulation des électrons, c'est ce qu'on appelle l'électricité. Littéralement, l'électricité, c'est juste le mouvement des électrons. Pour faire bouger ces électrons, on a besoin d'une molécule qui est ce qu'on appelle électronégative, c'est-à-dire qui attire les électrons à elle. Et il se trouve que le dioxygène, en particulier l'oxygène, c'est extrêmement électronégatif. Donc en fait, Mère Nature a compris très bien comment il fallait faire pour faire bouger des électrons. On met de l'oxygène à un endroit, les électrons ils vont venir à cet endroit. Et en bougeant, ça va permettre de faire tourner des choses et produire de l'énergie à terme. Petite parenthèse, on a tendance, moi c'est ce que j'ai appris en tout cas au collège il me semble, le dioxyde de carbone, CO2. Alors on dit que d'une part c'est ce qui pollue, ce qui fait augmenter la température, le réchauffement climatique, mais à l'intérieur c'est juste un déchet. C'est un déchet produit par nos cellules dont il faut se débarrasser. Sans dioxyde de carbone, on ne peut pas utiliser l'oxygène. Et en fait, ça c'est pareil, c'est pas un abus de langage, mais c'est un peu une grosse simplification. Mais quand on dit respire mieux à quelqu'un, en général c'est. Et en fait, si on observe ce qui se passe au niveau de la physiologie respiratoire, moins je respire, mieux j'utilise l'oxygène dans mon sang. Ça s'appelle l'effet Bohr. Ceux qui veulent regarder ça plus tard, BOHR. Parce qu'en fait, plus je respire lentement, plus j'ai du dioxyde de carbone qui s'accumule dans le sang, et c'est la présence de dioxyde de carbone dans le sang qui permet aux cellules d'absorber l'oxygène. Parce que l'oxygène, il est toujours présent dans le sang, même si j'arrête de respirer, pendant un moment, il y en a beaucoup, il est toujours saturé. La question, c'est comment faire en sorte d'aller du sang aux cellules, là où il y en a besoin. Et pour ça, il y a besoin de dioxyde de carbone, et pour ça, il ne faut pas respirer trop vite. Donc là, le fait que pendant à peu près 1 heure, je vais vous parler avec la bouche, je vais expirer beaucoup de dioxyde de carbone, donc je vais être dans un état un petit peu de stress, ce qu'on appelle un état hypoxique, de manque d'oxygène, parce que je vous parle. C'est notamment pour ça que si on parle à longueur de journée, on est épuisé. Donc ça, c'était la respiration. Donc c'est parce que, pour rappel, l'oxygène, c'est ce qui va attirer les électrons et donc les faire bouger pour produire de l'énergie. Autre parenthèse, je vais faire beaucoup de digressions aujourd'hui, mais mon but, c'est de connecter pas mal de choses. Ceux qui ont déjà entendu parler du fluor, et qu'il fallait éviter le fluor. Le fluor, c'est le seul atome qui a plus d'électronégativité que l'oxygène. Il n'y en a qu'un seul, c'est le fluor. Et donc c'est potentiellement une des raisons pour lesquelles ce n'est pas forcément recommandé d'utiliser du fluor, parce que ça rentre en compétition avec l'oxygène. Et c'est le seul atome, si vous voyez le tableau périodique des éléments, je ne vais pas vous le dessiner, ça prendrait 3 plombes, mais c'est le seul atome qui est plus électronégatif que l'oxygène. Ensuite, il y a le Soleil. Alors le Soleil, c'est un peu plus controversé. Je ne vais pas aller dans la controverse aujourd'hui, mais on sait qu'un minimum de soleil, c'est bon pour la santé. On sait qu'il faut du soleil pour produire de la vitamine D. On sait que pas de soleil en hiver, il y a beaucoup de gens qui sont déprimés. Et c'est pour ça qu'on a inventé des lampes de luminothérapie. Okay. Le soleil,
d'un point de vue biophysique, à nouveau, il fait quelque chose d'intéressant quand il est au contact de notre peau. Ce qu'il fait, c'est qu'en particulier les rayons ultraviolets, ceux qui sont très controversés, et d'ailleurs, sans rayons ultraviolets, il n'y a pas de vitamine D. C'est les rayons ultraviolets spécifiquement qui permettent la production de vitamine D. Et c'est les ultraviolets de type B, donc c'est ceux qui passent à travers l'atmosphère quand le soleil il est haut dans le ciel. Donc si on évite en permanence le soleil quand il est haut dans le ciel, on n'a jamais de vitamine D. Donc déjà, on voit qu'il y a un problème au niveau de cette controverse. Je mets le sujet de côté. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Mais bon. Les ultraviolets, quand ils frappent la peau, il y a un phénomène qui se passe, ça s'appelle l'effet photoélectrique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Einstein? Oui. OK. Saviez-vous que Einstein n'a reçu qu'un seul prix Nobel? Et ce n'est pas pour la relativité, ce n'est pas pour E égale mc2. Le seul prix Nobel d'Einstein, c'est pour l'effet photoélectrique dont je viens de parler, en 1921. L'effet photoélectrique, dans le contexte de la biologie, stipule que lorsque les rayons ultraviolets du soleil, donc de la lumière, frappent la peau, donc, qui est un semi-conducteur. Un semi-conducteur, c'est juste un matériau qui n'est pas conducteur à 100%, mais qui n'est pas isolant à 100%. C'est pour ça qu'on peut mourir électrocuté, parce qu'on est semi-conducteur. C'est-à-dire que l'électricité passe parfois, quand c'est suffisamment fort. Donc l'effet photoélectrique dit que lorsque j'ai une lumière d'une certaine intensité, comme les ultraviolets qui frappent un semi-conducteur, ça va libérer les électrons qui sont présents dans les atomes de la surface. Okay. Et ces électrons, j'y ai fait allusion juste avant, mais c'est potentiellement une source d'énergie. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, quand on fait ça de manière sensée et qu'on ne va pas dans les extrêmes, c'est pour ça une des raisons pour lesquelles, avec le soleil, on se sent plein d'énergie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on reste un bon moment au soleil, notamment en été, on a moins faim, en général. Il y a d'autres mécanismes derrière, ça joue beaucoup sur les neurotransmetteurs, sur l'appétit, etc. Mais le soleil, littéralement, nous donne de l'énergie électrique. Donc là, on a parlé quoi? De brûler des calories, on a parlé de respiration, on a parlé de soleil. Maintenant, si on parle de sport, c'est pareil, le sport, on dit, bah voilà, il faut bouger tous les jours. Ce qui est intéressant avec le mouvement, alors moi, je fais la distinction entre sport et mouvement. Pour moi, il faut bouger tous les jours, le mouvement. Le sport, c'est plus se dépenser. Ça, c'est plus du cas par cas, c'est si j'ai les ressources, si j'ai l'énergie, alors je dépense. Dépenser, comme un budget. Si je n'ai pas d'argent sur mon compte, je ne vais pas dépenser. Je vais m'endetter sinon. Donc c'est possible de faire trop de sport. Donc on peut bouger à la place. Mais le mouvement spécifiquement, ça déclenche un autre effet intéressant. Ça déclenche ce qu'on appelle la piézoélectricité. La piézoélectricité, c'est ce qu'il y a aussi dans les cristaux de quartz. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup de cristaux de quartz dans l'horlogerie. Parce que la piézoélectricité, donc les quartz, ils ont cette propriété. La piézoélectricité, c'est la propriété selon laquelle on peut convertir un mouvement ou une pression en électricité et inversement. Donc le cristal de quartz, il prend l'électricité qui est dans la pile et la convertit en mouvement de l'aiguille. Okay? C'est de la piézoélectricité. Là, le corps, tel que je vous le décris, c'est l'inverse. On peut convertir du mouvement en électricité. On peut convertir un massage en électricité. Et donc générer les mêmes électrons qui sont extraits de ce qu'on mange. Ensuite, il y a toute la notion de la posture. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais si j'ai une certaine posture, c'est-à-dire que nécessairement, j'ai certains muscles qui sont un peu trop raides. Par exemple, si j'ai les muscles au niveau de la poitrine qui sont trop raides, ça fait ça. Okay. Les muscles à l'opposé, ils sont trop souples. Quand j'ai des muscles qui sont trop raides, ça veut dire qu'il y a un tonus derrière, il y a un tonus nerveux. Et on sait que quand il y a un tonus en permanence dans un muscle, ça va réduire la circulation sanguine des vaisseaux qui passent sous ce muscle. Donc qui dit moins de circulation sanguine, dit moins d'oxygène, donc dit moins d'énergie, selon ce que je viens de vous décrire. Donc toutes ces choses-là, je suis en train de vous montrer qu'en fait c'est lié, même selon la perspective de la biophysique, de la physique quantique. Donc ça, c'était plus la partie introduction. Juste pour un peu vous ouvrir l'esprit, pour vous faire réaliser que toutes les choses dont on parlait, et je reviendrai à la fin sur concrètement les implications concrètes, ça a du sens selon la biophysique. Et ce n'est pas juste une question de
biochimie ou de physiologie, etc., ou d'hormones. Maintenant, je voulais juste qu'on fasse une petite parenthèse sur la notion d'énergie. Alors ça, comme quantique, énergie, on l'entend à toutes les sauces. C'est énergie ça, énergétique, machin, ta. Donc, on a tous intuitivement une compréhension de l'énergie. Je sais quand j'ai pas d'énergie, je sais quand j'en ai. Pour en revenir à l'histoire de tout à l'heure, le petit Pierre, avant de se retrouver célibataire, il avait plein d'énergie. Après être célibataire, dans les premières semaines, plus d'énergie. Si on regarde purement en termes physiques, l'énergie, c'est la capacité à fournir un travail, c'est-à-dire à transformer les choses, à faire quelque chose. Si je n'ai pas d'énergie, je ne peux rien faire. Si on regarde à l'échelle des cellules, on sait que la santé dépend d'un potentiel électrique suffisant au niveau des cellules, à travers la membrane. Donc, à l'extérieur de la cellule et à l'intérieur de la cellule, il devrait y avoir un potentiel électrique, un certain potentiel électrique qu'on peut mesurer en millivolts et qu'on peut traduire en pH aussi. pH, acidité, alcalinité, certains de vous doivent connaître. Mais en fait, il se trouve que pH et millivolts, il y a une équivalence. Ça, beaucoup de personnes ne savent pas forcément. Donc le pH est aussi influencé par l'électricité de la solution qu'on mesure. Moi, j'ai dû l'apprendre au lycée que la mesure du pH était la mesure de la concentration en ion hydrogène dans une solution. Donc le nombre de protons qu'il y a dans la solution. Donc, le nombre de charges positives. Donc plus j'ai de charges négatives, plus d'électrons, plus les pH montent vers l'alcalin. C'est ce que ça veut dire. Et sans potentiel électrique suffisant, on sait que nos petites cellules, elles sont incapables ni de fonctionner, ni de se diviser. Et à l'inverse, ou de contrôler leur division plutôt. De contrôler leur division. Et quand on manque vraiment de potentiel électrique, qu'est-ce qui se passe? Elles se divisent de manière incontrôlée. Comment on appelle ça? Une tumeur. Okay, la division incontrôlée des cellules. Parce qu'il n'y a pas assez de potentiel électrique pour réguler tout ça. Alors, parmi les conférences que j'ai l'habitude de faire, il y en a une que je fais sur l'eau, souvent. Et je ne peux pas ne pas parler de l'eau. Je ne vais pas aller autant dans les détails aujourd'hui, parce que si je vous posais la question, et ne répondez pas tous en même temps, on est fait de combien de pourcents d'eau? 80, j'entends. 80, ok. Bon, 80, il y en a qui vont dire peut-être 70 dans ces eaux-là. Sans mauvais jeu de mots dans ces eaux-là. Donc ça, c'est vrai en poids. Okay, donc si on pesait mon corps, on pourrait dire que 70-80% de mon poids, c'est de l'eau. L'avantage, c'est 1 kg d'eau, c'est 1 litre, donc c'est facile à convertir. Bon. Donc ça, c'est vrai en poids. Si je vous pose la même question, mais pas en poids, mais en nombre de molécules. Donc plutôt que de peser, je comptais le nombre de molécules dans le corps, et je disais, combien de molécules en pourcentage dans le corps sont de l'eau? Donc là, vous pouvez spéculer, c'est une statistique qui est moins connue, on est à 99,9%. Donc, si on parle de bien-être, si on parle de santé du corps humain, est-il pertinent d'ignorer 99,9% des molécules du corps? Non. C'est l'argument que je sors pour ma conférence sur l'eau. Bon, vous avez dû remarquer, alors je ne vous le souhaite pas, mais vous l'avez peut-être vécu, ou peut-être que vous avez connu des gens qui l'ont vécu, mais si on a une blessure, par exemple un coup de couteau, et ça sort, il n'y a pas de l'eau qui tombe. Ça ne coule pas. Donc, l'eau, là où je veux en venir, c'est que l'eau dans le corps, ce n'est pas juste de la flotte. Ce n'est pas juste ça. Sinon, on le saurait. Si quand on a une grosse blessure, ça coule. Ça fait une flaque. Donc, on sait intuitivement que l'eau dans le corps, ce n'est pas ça. Il y en a un petit peu. Hein, l'urine, ça sort bien comme ça. Le sang, c'est partiellement liquide. Mais ce n'est pas comme ça. Donc je ne vais pas aller dans les détails aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Mais quand j'étais à l'école, où j'ai dû l'apprendre relativement tôt, on m'a dit qu'il y avait 3 états pour l'eau. Il y a l'eau, liquide, la flotte. Pardonnez mon langage, mais comme ça on se comprend. Il y a la vapeur, le gaz, donc l'état gazeux, l'état liquide. Et le troisième, c'est la glace, solide. Donc ça, on connaît tous. Alors, si on dit que l'eau dans le corps, ce n'est pas que de la flotte. Comme on vient de le dire, si j'ai une blessure, ce n'est pas de l'eau qui tombe.
A priori, ce n'est pas trop de la vapeur non plus, sinon j'aurais très très chaud. Et je ne tiendrais pas longtemps. J'aurais la fièvre. Ce n'est pas de la glace non plus, sinon je le saurais. Donc qu'est-ce que c'est? Donc il se trouve qu'il y a un quatrième état ou une quatrième phase de l'eau qui existe. Ça s'appelle, il y a plusieurs noms. À ma connaissance, il n'y a pas de nom officiel. On appelle ça de l'eau structurée. Alors pourquoi structurée? Parce qu'elle a une certaine structure. Pour que ce soit quelque chose que vous puissiez imaginer facilement et que ce ne soit pas juste abstrait, je vous propose de... je vais vous raconter une histoire, tiens, ça va être marrant. Disons que Pierre, je vais reprendre Pierre. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais on va partir là-dessus. Pierre, il veut tenter de rabibocher avec son ex. Et il s'est dit, je vais sortir les grands moyens, je vais la demander en mariage carrément. Et il va vraiment se donner les moyens, il va carrément chercher la bague en diamant. Okay. Donc, est-ce que vous savez de quoi c'est fait le diamant? C'est du carbone. C'est uniquement du carbone. Okay. Saviez-vous aussi que le charbon, c'est uniquement du carbone? Donc diamant, charbon, c'est la même chose, d'un point de vue atomique. C'est les mêmes atomes. Quelle est la différence entre le carbone et le diamant, à part le fait que c'est peut-être la différence entre Pierre retrouve son ex ou pas? Parce qu'une bague en charbon... Exactement. La différence entre du charbon et du diamant, c'est la structure des atomes. Donc, la différence entre de l'eau liquide et de l'eau structurée dans le corps, c'est la même importance que la différence entre du charbon et du diamant, pour vous donner l'implication de ça. Pourquoi je vous parle tout ça dans le contexte de l'énergie? Parce que cette eau structurée, elle a beaucoup de propriétés qui permettent la vie sur Terre, selon moi. Une de ces propriétés, donc on appelle ça une mésophase en physique, c'est le terme, donc c'est ni solide ni liquide, c'est entre les deux, c'est une mésophase. Cette eau structurée, elle a des propriétés cristallines. Et là, je ne suis pas du tout dans l'ésotérisme. Littéralement, l'eau structurée est ce qu'on appelle un cristal liquide. Pareil, je vais vous sortir un exemple. Un cristal liquide, je peux vous garantir que vous en avez tous, soit dans les poches, soit dans le sac. Un écran. Vous avez déjà entendu parler d'écran à cristaux liquides? LCD. LCD, ça veut dire Liquid Crystal Display. Donc les cristaux liquides, on connaît. Ça existe en technologie. Il se trouve que l'eau dans notre corps, l'eau structurée dans notre corps, est un cristal liquide. Pourquoi c'est important? Parce que les cristaux liquides, ils ont plusieurs propriétés. Une propriété, c'est qu'ils sont très sensibles aux champs électromagnétiques. Pour vous prouver ça, s'il vous plaît, ne le faites pas à la maison, mettez un aimant contre un écran. Ne le faites pas. Regardez sur YouTube, il y a bien quelqu'un qui l'a fait. Vous pouvez imaginer, mais ça bousille l'écran. Okay. Donc si 99,9% des molécules du corps sont de l'eau, et qu'une majorité, dans un scénario idéal, sont sous forme de cristal liquide, toutes ces molécules sont sensibles aux ondes électromagnétiques. Et on va parler tout à l'heure du champ magnétique du cœur. Tout à l'heure, Martine parlait de l'importance de l'amour. On va en reparler de l'amour. Donc cette eau structurée est un cristal liquide et donc sensible aux ondes électromagnétiques. C'est pas tout. Cette eau structurée, donc là, je suis désolé, je n'ai pas de schéma. Et je vous invite, ma conférence sur l'eau est disponible sur YouTube, si vous voulez. Mais cette eau structurée, quand elle se forme, et je vais parler à la fin de comment soutenir la production d'eau structurée dans le corps, on va en parler à la fin, parce que le but ensuite c'est d'avoir en gros une structure plus cristalline dans le corps, ça sonne bien mais c'est vrai littéralement. Quand elle se forme, en fait il va y avoir ce qu'on appelle une séparation de charge, c'est qu'il va y avoir tous les plus d'un côté, tous les moins de l'autre. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la voiture? Quand on a plus d'un côté, moins de l'autre, ça fait une batterie. Okay, il y a de la tension qu'on peut mesurer en volts. Et donc, en ce sens, l'eau structurée, c'est littéralement la batterie biologique. Littéralement. Donc, c'est comme ça que le corps peut stocker des électrons, stocker de l'énergie. Parce que si on prend un tout petit peu de recul, si on a un système qu'on veut faire fonctionner, idéalement, il faudrait pouvoir stocker de l'énergie.
idéalement, il faudra aussi pouvoir la faire circuler. Si je la stocke là, mais j'en ai besoin là, il faut que je puisse la faire circuler. Donc l'eau structurée, c'est déjà un système de stockage. Mais il se trouve que c'est aussi un système de circulation parce qu'il y en a partout. Et ceux qui ont déjà entendu parler des fascias, je vois des gens qui... OK. Donc les fascias, ils ont plein de propriétés, c'est de plus en plus étudié, c'est associé avec les émotions, les traumatismes, c'est associé avec le système nerveux, c'est associé avec notre capacité à être athlétique, faire des mouvements athlétiques. Je fais du baseball. Mais en fait, les fascias, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est indissociable de l'eau, parce que les fascias sont entourés d'eau. Donc en fait, les fascias, avec l'eau qui est autour, fournissent un petit peu ce réseau de communication, où ils peuvent envoyer non seulement de l'énergie, mais aussi de l'information. Okay. Donc, je ne dis pas que les électrons, l'électricité, l'eau structurée, les millivolts, c'est la seule source d'énergie dans le corps. Je dis juste que c'en est une qui est importante et qui est souvent négligée. Okay. Et donc, il se trouve que l'eau structurée, qui est partout dans le corps, idéalement, et les fascias permettent de stocker cette énergie et de la transmettre partout où il y a besoin. Et j'ai fait allusion à un terme, et c'est la partie suivante, j'ai fait allusion à l'information. Parce que quand on pense à un réseau de communication, si on voit le fascia comme un réseau de communication, ça peut envoyer de l'énergie, mais ça envoie aussi de l'information. Et selon certains physiciens quantiques, et même je crois que même philosophes, ils voient les choses comme ça, dans l'univers, il n'y a que deux choses. Il y a de l'énergie, il y a de l'information. Vous avez peut-être déjà entendu, tout est énergie. Okay. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que s'il n'y a que de l'énergie, il n'y a pas d'information, on ne fait rien. Donc le concept d'information, ça peut paraître un peu abstrait de prime abord. Parce qu'on n'entend pas forcément parler. Mais je vais vous donner quelques exemples. Si j'ai un ordinateur, et que je le branche, il y a de l'énergie qui rentre. Mais si j'ai aucun logiciel, aucun programme, il ne sert à rien. Bon, ça, c'est l'information. L'information, c'est ce qui permet de mettre cette énergie en formation, lui faire faire quelque chose. Le petit Pierre, quand il a reçu l'information qu'il était dès à présent célibataire, ça lui a coupé l'énergie. Okay. Peut-être que ça vous le fait aussi, moi ça me le fait souvent. Quand je regarde les informations, j'ai plus d'énergie non plus. Okay. Donc, on comprend un petit peu le concept d'information. On sait déjà un peu ce que ça fonctionne. C'est juste qu'on n'a jamais pensé à l'information vue comme ça. Et je vais vous donner deux types d'informations qui sont extrêmement importants. Ce n'est pas les seuls types. Par exemple, le fait d'être dans la nature, d'entendre le chant des oiseaux, ça c'est de l'information, et on sait que le chant des oiseaux, ça calme le système nerveux. Si vous êtes en ville et que vous entendez le marteau-piqueur, c'est aussi des sons, c'est aussi de l'information, ça a aussi un effet. Vous sentez la différence en général. Donc là, je vais parler de deux types d'informations. Le premier, c'est la lumière. Alors, la lumière, j'ai dit tout à l'heure, on a les rayons ultraviolets, ça contient de l'énergie, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est dangereux, et ça, à travers l'effet photoélectrique, ça génère des électrons. OK. La lumière, c'est aussi une source d'information. Avez-vous déjà entendu parler de la fibre optique ? Fibre optique qui permet d'avoir Internet et de regarder Netflix. C'est de l'information. Donc on sait que la lumière, c'est aussi une source d'information. C'est une source d'énergie et d'information, les deux. Et de manière générale, toutes les ondes électromagnétiques font ça. Elles contiennent une certaine quantité d'énergie, une certaine quantité d'information. La 5G, la 4G, etc., c'est aussi des ondes qui contiennent de l'information. Et pour information, ondes électromagnétiques et lumière, c'est la même chose. La seule raison pour laquelle on fait la distinction dans notre langage courant, c'est que la lumière, c'est des ondes qu'on peut voir avec les yeux. Et encore, en général, on parle de lumière ultraviolette qu'on ne peut pas voir et de lumière infrarouge qu'on ne peut pas voir non plus. Mais tout ça, c'est des ondes et tout ça, c'est de la lumière. Donc on pourrait dire de la lumière radio. On pourrait dire de la lumière X et pas des rayons X. Vous voyez ? Tout ça, c'est la même chose. Fin de la parenthèse. Donc, comment est-ce que la lumière peut impacter concrètement notre bien-être ? J'ai déjà donné un exemple tout à l'heure. J'ai parlé du fait de se sentir un peu déprimé en hiver. Alors, vous, peut-être un peu moins. Moi, ça fait que 2 ans que je suis dans le sud. Avant, j'étais sur Paris. Je me sentais moins bien en hiver. Et avant ça, j'ai vécu 2 ans et demi en Finlande. Donc, autant vous dire que l'hiver, je le sentais. Je sentais le manque d'informations, si vous voulez. Donc, on sait déjà ça. On sait que la réduction de la lumière, ou quand il fait gris tout le temps,
ça affecte la lumière qui passe à travers les nuages, et ça nous affecte au niveau de notre humeur. Ça, on l'a tous vécu. Mais il se trouve qu'il y a un concept qui est absolument fondamental pour notre bien-être, c'est la notion de rythme circadien. Alors, juste levez les mains, ceux qui ont déjà entendu ce terme, que je sache. Quelques-uns, ok. Donc le rythme circadien, pour faire très simple, donc j'aime bien partir de la définition de l'étymologie. Circa, ça veut dire autour, et dien, ça fait référence à la même racine que diurne, c'est le jour. Donc c'est le cycle du jour, si vous voulez, autour de la planète, autour du Soleil. Donc le principe du rythme circadien, c'est en fait le cycle entre le jour et la nuit, tout simplement. Et en fait, il se trouve que ce rythme circadien, il est à la base de notre rythme hormonal, il est à la base de notre humeur, il est à la base de notre métabolisme, il est à la base de tout. De toute façon, vous pouvez essayer de vivre la nuit, et il y en a certains malheureusement qui sont obligés avec leur travail, mais vivre la nuit et dormir le jour, vous allez sentir rapidement que ça va affecter votre humeur, vos niveaux d'énergie, etc. Et en fait, ce rythme circadien, dans un monde parfait, on est en harmonie avec ça. Et il se trouve que l'éclairage qu'on utilise à la maison, pour le meilleur ou pour le pire, impacte énormément ça. Et pourquoi on ne s'en rend pas compte? Parce qu'on utilise tous des lampes. Les écrans, c'est pareil. C'est pour ça que de plus en plus, les opticiens, d'ailleurs, ils proposent des lunettes qui protègent contre les écrans. Je vous dis tout de suite, la plupart ne fonctionnent pas. Parce que ça ne filtre. Si vous voyez la couleur bleue à travers ces lunettes, c'est que ça ne filtre pas la lumière bleue. Tout simplement. Et souvent, ces lunettes disent filtrer la lumière bleue parce que c'est la lumière bleue qui abîme les yeux et surtout la lumière bleue qui nous tient éveillés le soir. Ça, c'est vrai. J'ai fait une vidéo entièrement là-dessus, je ne vais pas m'étaler dans les détails, mais la lumière bleue, c'est ce qui varie du lever au coucher. Au lever du soleil, de quelle couleur il est le soleil? Rouge-orangé. À mesure qu'il monte, la lumière est de plus en plus blanche. Vous voyez que je pars toujours de ce qu'on a vécu dans notre quotidien. Et ensuite, il redescend, et au coucher, il est à nouveau rouge-orangé. Donc Mère Nature, elle a très bien compris que la quantité de lumière bleue dans notre environnement correspond exactement à la position du soleil dans le ciel. Okay? C'est l'équivalent du cadran solaire biologique. Et petite anecdote, l'œil, avant de servir à la vision, d'un point de vue de l'évolution des espèces, il a avant tout servi au rythme circadien. C'est-à-dire qu'il y a des pigments, vous avez peut-être déjà entendu parler des cônes et des bâtonnets dans les yeux. Ça, c'est des pigments visuels. Il y a des pigments qui sont non visuels, des photorécepteurs qui sont non visuels et qui sont plus anciens que ce qui sert à la vue. Et donc, ça permet de détecter quand est-ce que le soleil se lève pour mettre en route certains processus. Et à l'inverse, quand il n'y a plus de lumière, c'est le moment de se réparer. Et ça a un impact sur, concrètement, aujourd'hui, si j'ai des troubles hormonaux, si j'ai de la fatigue chronique, si je suis déprimé, tout ça, ça va être influencé par notre environnement lumineux. Et le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on en utilise tous des lampes, on utilise tous des écrans, mais en fait, à l'échelle de l'évolution de l'être humain, 100 000, 200 000 ans, on ne sait pas exactement, dans ces eaux-là, ça fait à peu près 150 ans, même pas, qu'on a de l'éclairage artificiel. Avant ça, c'était des lampes à gaz ou des bougies. Et la bougie, ça ne perturbe pas le sommeil. Donc ça, c'est le premier type d'information, c'est la lumière. Et si vous voulez, à la fin, on fera plus des questions-réponses si vous voulez aller plus loin dans certains de ces sujets. Là, mon but, c'est vous donner un petit peu plein de choses, j'espère ne pas vous noyer, pour que vous commenciez à faire des connexions, à voir les choses de manière quantique, entre guillemets. Comment ces choses-là nous affectent. La deuxième chose dont je vais parler qui influence énormément la notion d'information et donc de bien-être pour le corps humain, là c'est une véritable boîte de Pandore, c'est la notion du système nerveux. Le système nerveux, donc j'imagine que certains d'entre vous sont aussi familiers avec ça, il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent là-dessus spécifiquement. Le système nerveux, en particulier le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est celui qui contrôle tout ce qui se passe dans le corps sans que j'y pense. Donc c'est lui, quand je ne pense pas à mes respirations, qui régule ma respiration. C'est lui qui régule la tension artérielle, le battement du cœur. C'est lui qui régule ma digestion, etc., etc. C'est lui qui fait tout sans que j'aie à y penser. Et il se trouve que le système nerveux autonome, si je dis système nerveux, je fais référence au autonome. Le non autonome, c'est celui que j'utilise quand je fais bouger mes bras. Okay?
Ça, c'est le système nerveux non autonome. Le système nerveux autonome, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il prend en compte l'intégralité de notre environnement externe et interne pour un peu déterminer si on est stressé ou pas, ou si on est en danger ou pas. Et suivant si on est en danger ou pas, soit on va se concentrer sur la régénération, sur le bien-être, sur l'épanouissement, ou alors sur la survie. Okay. Pensez à nos ancêtres, à l'époque de la préhistoire. Nos ancêtres, s'ils étaient pourchassés par un lion, s'ils devaient chasser et réussir la chasse, sinon ils ne mangeaient pas, il fallait se bouger un peu. C'est une situation de stress. Et dans ce contexte-là, le rythme cardiaque augmente, le tonus musculaire augmente pour pouvoir sprinter, l'acuité visuelle, elle devient un petit peu comme si on avait des œillères, on se concentre sur une cible, etc. Ça, c'est quand le système nerveux autonome passe en mode survie. Okay. Quand tout ça c'est fini, on passe en mode relaxation, on peut mieux digérer, etc. On ne peut pas faire les deux en même temps. Bon, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il se trouve que le système nerveux, il est énormément influencé par ce qui se passe là-dedans. Et nos émotions. Et tout ça, c'est de l'information. Okay. Donc, si je pense certaines pensées, ou si j'ai des émotions qui sont bloquées en moi, qui me font me comporter d'une certaine façon, qui font que je pense d'une certaine façon, tout ça, ça va affecter mon bien-être à travers le mécanisme du système nerveux autonome. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on a tendance à entendre parler, notamment en médecine traditionnelle chinoise, la corrélation entre certaines émotions qui affectent certains organes, qui donnent certains symptômes physiques et émotionnels et psychologiques. Là même, à travers le prisme du système nerveux autonome, on peut l'expliquer aussi. Parce qu'on sait, et c'est mesurable, que certaines émotions vont affecter le tonus du système nerveux. Est-ce que je suis plus vers le stress, la survie, ou plus vers la relaxation? Donc ça, c'est un autre type d'information qui est absolument crucial, et c'est potentiellement un autre type de travail qu'on peut faire pour vraiment accéder au bien-être selon le principe, la perspective du bien-être quantique, si vous voulez. Donc c'est pour ça que certaines méditations, on fait a priori rien, mais juste en changeant comment on sent, comment on pense, ça nous affecte grandement dans notre sentiment de bien-être, de vitalité. On peut sortir d'une séance de méditation et avoir l'impression d'être le roi du monde ou la reine du monde. Donc, pour récapituler, on a expliqué un petit peu ce que ça voulait dire quantique. Je vous ai donné quelques exemples de choses qu'on entend au quotidien à travers la perspective du quantique. Donc on a parlé de métabolisme, on a parlé de sport, on a parlé du soleil, on a parlé de la respiration. Ensuite, j'ai parlé d'énergie, le concept selon lequel au moins une partie, peut-être pas tout, mais au moins une partie de l'énergie dans le corps, c'est électrique, avec les électrons, qui sont stockés notamment dans le cristal liquide qu'est l'eau structurée dans le corps. Bon. Ensuite, on vient de parler d'information, et en particulier de lumière, qui affecte comment on se sent, et du système nerveux, qui inclut beaucoup de choses, mais notamment nos pensées et nos émotions. Suivant comment je me sens, ça va énormément influencer comment mon énergie est allouée. Parce qu'en fait, ce qui fait le système nerveux, c'est qu'il fait le bilan, il voit combien d'énergie on a à bord, si vous voulez, et il se dit, d'accord, avec cette énergie, est-ce que j'en ai suffisamment pour répondre à la menace? S'il n'y a pas de menace, je peux l'allouer à la réparation. Et là où je voulais en venir, c'est qu'une des choses qu'on peut mesurer, c'est notamment l'influence des émotions et des pensées sur les champs magnétiques émis par le corps et les champs électriques. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un électroencéphalogramme? Okay. Oui. Donc EEC. Donc ça permet de mesurer l'activité électrique du cerveau. Donc pour ceux qui ont été un petit peu dans la méditation, les choses comme ça, ou qui ont regardé sur YouTube, des fois on voit des vidéos avec alpha, bêta, θ, delta, tout ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ça, c'est juste des intitulés qui désignent des amplitudes d'ondes cérébrales. Le plus lent, c'est delta, là c'est quand on est vraiment au sommeil profond. Bêta, c'est quand on commence à être plus activé. En général, on est un peu trop dans le bêta aujourd'hui parce qu'on est toujours en train de cogiter à penser à tout. Alpha, on est déjà un peu plus tranquille. Θ, on est beaucoup plus influençable, c'est plus un état hypnotique. Okay. Ça, c'est des choses qu'on peut influencer avec de la méditation, avec certaines musiques, et ça influence un champ électrique qu'on peut mesurer avec un électroencéphalogramme. Bon. Ensuite, il y a potentiellement ce qu'on appelle un magnétocardiogramme. Magnétocardiogramme, donc cardiogramme, le cœur, magnéto, champ magnétique. Lui mesure le champ magnétique du cœur. Et ce qu'on sait, c'est que
les émotions qu'on ressent, les émotions prédominantes, vont influencer ce champ magnétique. Qu'est-ce qu'on sait sur les champs magnétiques? C'est qu'ils influencent la matière. Si je prends une boussole, je m'attends à ce qu'elle pointe vers le nord. Oui, quand ça marche bien. Qu'est-ce que ça montre? C'est que le métal de l'aiguille s'aligne avec le champ magnétique de la Terre. OK? Donc littéralement, les champs magnétiques influencent la matière. Les champs électriques aussi, mais différemment. Bon. Certains matériaux sont plus sensibles aux champs magnétiques, notamment le fer. Si vous avez déjà vu avec la limaille de fer, l'expérience, on met de la limaille de fer sur une feuille et qu'on met un aimant en dessous, ça prend de la forme du champ magnétique de l'aimant. Je ne sais pas si vous l'avez tous déjà vu, mais ça illustre visuellement. Donc le fer, c'est un élément qui est très sensible au champ magnétique. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'eau dans le corps. L'eau, c'est un peu moins sensible au champ magnétique, mais l'eau, ce que ça fait, c'est que ça forme un dipôle. Un dipôle, c'est juste, il y a un côté de la molécule qui est plus positif, un côté de la molécule qui est plus négatif, donc c'est influencé par les champs magnétiques. J'ai aussi dit que les cristaux liquides, c'est influencé par les champs électromagnétiques. Bon. Et il se trouve que l'oxygène, dont on a parlé tout à l'heure, c'est une substance qui est paramagnétique, donc qui est aussi influencée par les champs magnétiques. Donc, à ce stade-là, on peut spéculer que mon état émotionnel influence le champ magnétique du cœur, champ magnétique du cœur qui va influencer l'eau dans mon corps, l'oxygène dans mon corps et potentiellement beaucoup d'autres choses, pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est ça potentiellement qu'on veut dire par le bien-être quantique. C'est que vraiment ce que je fais à l'intérieur, le travail interne, peut avoir une influence concrète, tangible sur ma physiologie. Même si on veut toujours garder à l'esprit l'importance du mouvement, comme j'ai parlé, l'importance du soleil, etc. OK. Donc là, cette dernière partie, c'est vraiment quelles sont les implications. Qu'est-ce qu'on fait avec cette information dans le quotidien? Donc il y a des choses que je vais un petit peu répéter, parce que si vous lisez entre les lignes, bon bah, faut bouger. Maintenant, je sais un peu plus pourquoi, parce que ça permet notamment de générer de l'électricité. OK. Faut aller au soleil, pas jusqu'au point de brûler, mais je sais que ça peut être bénéfique. Si vous voulez, dans les questions-réponses, on peut parler un petit peu plus de problèmes de la vitamine D et potentiellement des cancers. Donc, vous avez lu entre les lignes, il y a déjà des choses que vous avez compris. Donc, pour faire simple et pour que ce soit facile à retenir, j'ai divisé les choses en 3 C, 3 fois la lettre C. Donc, à travers le prisme du bien-être quantique, on peut se focaliser sur 3 choses. Le premier C, c'est la charge électrique, on veut recharger les batteries. Le deuxième C, c'est la cohérence. Cohérence, c'est qu'on va avoir une information qui est positive. Et le troisième C, c'est la conductivité. Parce que s'il n'y a pas de conductivité, ça ne va pas circuler l'énergie. Et ça, c'est ce qu'ils expliquent très bien en médecine chinoise. Si ça ne circule pas, ça stagne. Si ça stagne, ce n'est pas bon. Donc les 3 C, donc je vais parler là, et je vais vous donner concrètement qu'est-ce qu'on peut faire dans chacun des C. Charge, cohérence, conductivité. Donc charge. Comment on fait pour avoir plus d'électrons? Et bien là, il se trouve qu'il y a pas mal de façons de le faire. La façon principale, c'est de manger. Mais ça, vous le faites déjà tous a priori. Mais au-delà de ce qu'on mange, il y a une chose qu'on a tendance à oublier et qui malheureusement affecte énormément de personnes, et c'est une des choses que je fais beaucoup en consultation, c'est la digestion. Parce que c'est bien d'avoir l'assiette parfaite, c'est encore mieux de la digérer. Okay. Donc, ce que je dis souvent pour un petit peu nuancer, parce qu'on a tendance à entendre parler d'alimentation anti-inflammatoire, de ci, de ça, l'alimentation, c'est probablement le sujet le plus sensible ex aequo avec la politique. Mais je pars du principe que n'importe quel aliment, même une framboise qui est sauvage et qui a été bénie par un lama au Tibet, peut être inflammatoire si je ne la digère pas. Okay. Donc, pourquoi je parle de digestion? Parce que si je n'ai pas les sécrétions digestives pour assimiler ce que je mange, non seulement ça crée de l'inflammation, mais en plus, j'ai moins d'électrons. Donc la santé digestive est absolument essentielle. C'est plus facile à dire qu'à faire, ça pourrait être toute une autre conférence, mais je tenais à le mentionner. Ce que je dis en général pour la digestion, c'est que le stress et la digestion sont antagonistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que vous pouvez inspirer et expirer en même temps? Non. Parce que la respiration et l'expiration, l'inspiration et l'expiration sont antagonistes. Le stress et la digestion sont antagonistes. Plus je stresse, moins je digère. Ça vous donne déjà des pistes.
Une autre source, à part l'alimentation d'électrons, c'est le soleil. J'en ai parlé tout à l'heure, effet photoélectrique, ok, ça permet de libérer des électrons, de les mettre en circulation, top. Une autre source dont j'ai parlé, c'est le mouvement. Ok, quand je bouge et quand je me fais masser, ça marche aussi. Donc quand je me masse tout seul, ça génère des électrons. Alors ce qui est intéressant avec le mouvement, c'est en particulier, tout à l'heure j'ai parlé de la distinction entre mouvement et sport. Ce qui est intéressant, c'est la nuance, enfin c'est les mouvements qui sont plus doux, comme le tai chi, comme le qigong. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est des mouvements qui génèrent quand même de la piézoélectricité, mais qui sont suffisamment doux pour ne pas stresser le système nerveux. Tandis que si je vais faire des sprints ou si je vais soulever de la fonte, etc., oui, je bouge, mais là, c'est un stress physique. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut juste dire qu'il faut savoir le doser. Et donc, l'avantage de mouvements comme le qigong ou le tai chi, c'est que je combine beaucoup de choses. Je calme le système nerveux et en même temps, je génère de l'électricité. Potentiellement, je fais ça au soleil, donc encore mieux. Et le dernier point que je vais mentionner dans la charge, c'est la notion de mise à la terre. Mise à la terre, c'est juste la notion d'être pieds nus sur une surface naturelle. Donc là, c'est pareil. C'est pas juste un truc de hippie. La surface de la Terre est constamment chargée en électrons. Même si là, il fait beau, sur l'ensemble de la surface du globe, chaque seconde, il y a des centaines d'éclairs qui s'abattent sur la surface de la planète. Un éclair, c'est quoi? C'est l'électricité. Quand ça s'abat, ça recharge la surface de la Terre en électrons. Ces électrons, on peut les absorber à travers la plante des pieds. Mais depuis qu'on met des semelles qui isolent, donc plus des semelles en cuir, mais des semelles en caoutchouc, etc., on est complètement déconnecté de la Terre. Les villes, avec le bitume, c'est pareil. Et petite anecdote, c'est pour ça qu'on a des glandes sudoripares sous les pieds. Les glandes sudoripares, c'est ce qui nous fait suer, comme sur les mains. Quand on a les mains moites, c'est parce qu'on a des glandes sudoripares sur les mains. On en a aussi sous les pieds. Pourquoi? Parce que ça augmente la conductivité électrique quand c'est humide. Et donc, j'absorbe mieux les électrons de la surface de la Terre. Donc, la surface de la Terre, c'est littéralement une source infinie d'électrons. Et petite parenthèse, je vous ai dit que j'allais faire 50 digressions. Vous avez déjà entendu parler d'antioxydants? Oui. Les polyphénols, la vitamine C, les choses comme ça? Ok. Un antioxydant, c'est littéralement une molécule qui a un excès d'électrons et qui peut en céder au moins un à un oxydant. Donc c'est un antioxydant. Okay? Et c'est ce qu'on appelle en chimie une réaction de réduction. L'inverse, c'est une réaction d'oxydation. Quand une molécule perd un électron, c'est l'oxydation. Quand elle gagne un électron, c'est une réduction. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que la surface de la Terre, quand je suis pieds nus, c'est une source infinie d'antioxydants qui n'ont pas à être digérés, en plus. C'est pour ça, sur ma chaîne YouTube, j'ai une interview avec quelqu'un qui en parle très bien. On parle de tout ça plus en détail, là, je n'ai pas le temps. Mais en gros, comme nos ancêtres, ils étaient tout le temps pieds nus, ils dormaient sur une surface naturelle, à savoir par terre. Je ne vous dis pas de faire la même chose, je vous dis juste d'avoir ça dans un coin de votre tête. C'est aussi pour ça que quand on est pieds nus sur la plage, en général, on se sent très bien après quelques minutes. Donc ça, c'était la partie charge, recharger les batteries. Premier C. Le deuxième C, c'est cohérence. Vous avez certainement dû entendre parler de la cohérence cardiaque. Je ne sais pas comment c'est devenu aussi populaire, mais tout le monde connaît. Bon. Cohérence, j'utilise le terme cohérence parce que déjà, il me fallait un C pour que ça rentre, mais aussi parce qu'il y a cette notion que notre corps, il est fait de plusieurs milliards de cellules, enfin pas milliards de milliards, mais milliers de milliards de cellules. Et toutes ces cellules, il faut qu'elles fonctionnent de manière cohérente pour avoir un organisme en bonne santé. Hein? L'analogie, c'est si vous voyez un orchestre, c'est mieux qu'il soit cohérent, les musiciens. Sinon, on appelle ça de la cacophonie. D'accord? La cohérence, c'est ce qui permet d'avoir une symphonie. Et nous, on veut une symphonie si on veut du bien-être. Et pour ça, il faut avoir de la cohérence. Et la cohérence, ça passe par le rythme circadien dont je parlais, donc respecter les cycles naturels, les 4 saisons, mais aussi le jour et la nuit. Ça passe par passer du temps dehors, parce que quand on est exposé à la nature, au bruit des oiseaux, à l'odeur dans les arbres, etc., ça crée de la cohérence, parce que c'est littéralement l'environnement dans lequel l'espèce humaine a évolué. Et la troisième partie, c'est la partie système nerveux. C'est quand je ressens de la gratitude, quand je suis dans l'amour. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. La formation à laquelle fait allusion Martine, sur laquelle je travaille, c'est justement sur comment apprendre à réguler ses émotions et son système nerveux de manière durable.
Pourquoi j'insiste sur durable? Parce que je n'ai pas envie d'avoir à faire de la cohérence cardiaque toute ma vie. J'ai envie de comprendre pourquoi je me sens toujours mal. Donc c'est ça sur ça que je travaille. Donc réguler le système nerveux, ça permet de créer de la cohérence en moi. Et une des meilleures façons, donc là c'est si je mets ma casquette de coach qui met des coups de pied aux fesses de mes clients, une des meilleures façons de générer de la cohérence, c'est d'être dans l'authenticité. Et être dans l'authenticité, ça veut dire quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. Ou alors je me tais. Et je ne dis pas oui pour faire plaisir aux autres. Alors je sais qu'il y a des blessures émotionnelles qui font que je dis toujours oui aux autres pour faire plaisir, parce que je n'ai pas envie d'être rejeté. Je sais. Mais c'est l'inverse de l'authenticité, et c'est ce qu'on appelle de l'auto-abandon. On s'abandonne soi-même, par peur d'être abandonné par les autres. C'est un gros sujet. Je voulais vous donner des exemples. Ça, c'est pour la cohérence. Troisième C, c'est la conductivité. Comment je maximise la conductivité électrique dans mon corps? Comment je prends soin de mes fascias? Comment je prends soin de l'eau structurée dans mon corps? Alors, il y a une chose dont je n'ai pas trop parlé, mais c'est la notion d'infrarouge. Donc les rayons infrarouges, il y en a en permanence dans le soleil, du lever au coucher, contrairement aux ultraviolets. Les ultraviolets, il n'y en a pas le matin, il n'y en a pas le soir. Les rayons infrarouges, il y en a aussi dans le sauna. Le sauna, la chaleur qu'on ressent, c'est notamment des infrarouges. Okay. Le feu de bois, là on arrive à l'automne, le feu de bois, ça émet aussi de l'infrarouge. L'infrarouge, pourquoi j'en parle? Parce que ça permet d'augmenter jusqu'à 400% l'eau structurée dans le corps. Donc c'est de loin la meilleure façon de structurer l'eau dans le corps. C'est de loin la meilleure façon d'avoir plus de ce cristal liquide. Okay. Et aujourd'hui, malheureusement, donc nous un peu moins dans le sud, mais la majorité des êtres humains dans le monde moderne sont en manque, en carence d'infrarouge. Okay. Faire des mouvements doux, donc je parle de la même chose que tout à l'heure pour la charge, mais les mouvements doux, ça permet d'entretenir les fascias. Ça vous est déjà... Ouais. Il y a plusieurs définitions, parce qu'il y a plusieurs façons de... Il y a plusieurs classifications du fascia. Les fascias, c'est un tissu qui relie tout à tout, en gros. C'est un petit peu... Comment j'expliquerais ça? Si vous voyez une toile d'araignée, bon, imaginez qu'il y a une toile d'araignée sur l'ensemble du corps, et ça relie tout à tout. Ça relie de l'intérieur des cellules jusqu'à la surface de la peau, ça relie de la tête aux pieds, voilà, à toutes les échelles, du microscopique au macroscopique. Un fascia macroscopique, ça serait au niveau des lombaires, ce qui permet de stabiliser les lombaires, parce qu'il n'y a pas de muscle au niveau des lombaires, enfin, il y en a, mais un des grands mécanismes qui permet de stabiliser les lombaires, c'est très important d'ailleurs à comprendre pour le mal de dos, c'est un fascia qui est énorme, qui est extrêmement puissant. Il y a aussi le fascia entre les tablettes de chocolat au milieu, on appelle ça la ligne blanche, c'est aussi un fascia. Il y a du fascia partout. Et pendant très longtemps, le fascia, quand on faisait des dissections, on le jetait. On pensait que c'était inutile. Donc, les mouvements doux, les étirements, les massages, tout ça, ça permet d'entretenir le fascia. Okay. Vous avez tous déjà vécu le fait que si je suis assis pendant 12 heures de suite, je me sens un peu rouillé, je me sens raide. Okay. Donc ça veut juste dire que il faut bouger. C'est là où je veux en venir. Le fait de bouger régulièrement, ça permet d'entretenir les fascias. Et donc de maintenir le réseau de communication au niveau électrique dans l'ensemble du corps. C'est aussi pour ça que quand j'ai des émotions qui sont bloquées dans certaines régions, en fait, ça bloque la circulation d'énergie là. Les Chinois, ils appellent ça le qi. Mais c'est aussi vrai au niveau électrique. D'accord? Parce que si j'ai une tension dans un muscle, parce que j'ai certaines émotions, quand on est comme ça, en général, c'est qu'on est à cran. Okay? Ça, on le sait intuitivement. Bon, si je suis comme ça va affecter le flux sanguin dans cette région-là. Okay? Donc, on sait que ces choses-là, il y a des liens entre émotions, tension musculaire, tension dans les fascias, circulation d'énergie, etc. Même intuitivement, on le comprend. Et ensuite, potentiellement, le travail à nouveau sur le système nerveux. Parce que qu'est-ce que c'est qui crée de la tension dans les organes ou qu'est-ce que c'est qui crée de la tension dans les muscles? C'est le système nerveux. Parce que c'est lui qui contrôle tout ça. Donc, passer par le système nerveux, apprendre à comprendre pourquoi on a toujours les mêmes schémas émotionnels qui reviennent, pourquoi on a toujours les mêmes schémas de pensée, et pas juste dire non, je vais bien, non, je vais bien, non, je vais bien, et se le répéter, mais vraiment comprendre pourquoi. Ça permet vraiment d'avoir des répercussions dans le corps physique. Et du coup, potentiellement, se libérer de la matrice. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Si vous avez, on a peut-être quelques minutes pour les questions. Oui, c'est bon, j'ai le feu vert de Martine. Donc, si vous avez des questions sur certains termes, certaines choses qui n'étaient pas claires, ou carrément sur autre chose, vous pouvez. Je vous écoute. Oui, quand tu as dit on est en
Oui. La majorité des gens sont sédentaires. Quand je suis sédentaire, je ne bouge pas. Et on sait que quand on bouge, on fait augmenter la température corporelle. La température corporelle, c'est aussi des infrarouges. Premier exemple. Deuxième exemple, quand on est chez soi, on n'est pas exposé aux infrarouges du soleil. Okay. C'est les deux raisons principales. Sachant que les vitres, les fenêtres, bloquent une partie des infrarouges pour faire de l'isolation thermique. Okay. Donc c'est principalement pour ça. Nous, on vit dans le sud, donc on a naturellement envie d'aller dehors. Mais je vous assure que quand je vivais en région parisienne, je n'avais pas envie. En plus, il faisait pas beau. Déjà, il faisait... Enfin, voilà. Donc c'est principalement pour ça. C'est la sédentarité, c'est le fait de ne pas passer assez de temps dehors. C'est aussi pour ça que le sauna, c'est autant bénéfique pour la santé. Hammam aussi. Moi, je préfère le sauna, j'ai vécu en Finlande. Mais voilà, toutes les choses chaudes comme ça, les sources thermiques, si vous avez une source chaude, c'est top. Ouais. Qu'est-ce qui génère les pensées et les émotions ? Alors, c'est potentiellement un très gros sujet. Je vais commencer par les émotions. Pour moi, les émotions, c'est quelque chose qui survient naturellement et instinctivement dans certaines situations. Par exemple, si je dis à quelqu'un d'arrêter de mal me parler et que cette personne insiste, je vais naturellement me mettre en colère. Donc la colère, l'émotion de la colère joue un rôle où je place une barrière, genre stop. C'est une notion de protéger son territoire. Si on regarde dans le royaume animal, si on va embêter les oursons, maman ours, ça va être en colère. Okay. On a tendance aujourd'hui, c'est assez malheureux, et c'est pour ça, selon moi, qu'il y a énormément de mal-être au niveau psychologique, à juger nos émotions, à ne pas savoir quoi faire, et à vouloir s'en échapper. Donc pour moi, les émotions, et c'est ça pour quasiment tout, ça surgit naturellement, automatiquement, selon les circonstances dans lesquelles on se trouve, selon les événements de la vie. Les pensées, très souvent, alors il y a plusieurs types de pensées. Il y a les pensées, genre si je vous dis pensez à un éléphant rose, là c'est plus volontaire, vous allez choisir consciemment d'y penser. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la majorité, c'est les pensées qu'on ne peut pas arrêter. Ça vous arrive de cogiter en permanence ? Voilà. Donc ça, c'est un autre type de pensée. Ça, très souvent, c'est le résultat d'une pression émotionnelle qui monte. Donc comment je l'explique pour vraiment que ce soit compréhensible ? Vous voyez la cocotte minute ? Okay. Quand la pression monte dans la cocotte minute, au bout d'un moment, il faut que la soupape de sécurité libère. Okay. La soupape de sécurité qui libère de l'air, c'est les pensées. Quand la pression émotionnelle devient trop forte, on a tendance à cogiter, à ruminer en permanence. Ça vous est déjà arrivé, par exemple, d'avoir une conversation dont vous n'êtes pas fier, peut-être un conflit, et vous ruminez sur tout ce que vous avez dit avant ? Ouais. Donc là, c'est ce qui se passe, c'est parce que vous vous sentez peut-être pas très bien. Peut-être que vous culpabilisez parce que vous avez dit un truc que vous ne vouliez pas. Peut-être que vous êtes énervé. Dans tous les cas, il y a une émotion qui ne vous plaît pas et vous ruminez en permanence. Donc, en général, c'est comme ça parce que j'accompagne aussi beaucoup de personnes qui ont de l'anxiété, des choses comme ça, ou juste qui cherchent la sérénité, association sérénité. Quand on cogite en permanence, quand on rumine en permanence, c'est que inconsciemment, on se réfugie dans la tête pour éviter de ressentir ce qu'il y a dans le corps. Carl Jung, que vous connaissez peut-être, un des grands de la psychologie, il décrit qu'il y a 4 fonctions de notre conscience, et c'est 2 groupes de 2 fonctions antagonistes. Intuition et sensation sont antagonistes, mais là, ce n'est pas ce dont je vais parler. Pensée et émotion sont antagonistes. Donc, moins je veux ressentir mes émotions, plus je pense. Et plus j'ai envie de calmer mes pensées, plus je dois apprendre à ressentir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé dans ma pratique méditative. Si je veux calmer ma tête, il faut que je me place dans le ressenti dans le corps. Et ça va beaucoup plus vite que de combattre mes pensées. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, c'est un très très gros sujet. Et comprendre ça, ça permet littéralement de se libérer de manière permanente de ces schémas de pensée où on cogite en permanence. Et c'est littéralement ce dont je parlerai dans ma formation sur le système nerveux, c'est comment comprendre pourquoi on a tel schéma émotionnel et comment s'en libérer. Parce qu'on peut faire de la psychothérapie pendant des années et toujours parler de la même chose. Parce qu'on est toujours dans les mêmes pensées, on n'a pas encore ressenti ce qu'il y avait derrière. Voilà. Mais excellente question. L'oxygène, plus on consomme d'oxygène, plus on produit du CO2 ou... Ok. Donc, en général, si on vous dit respirer un peu mieux, la majorité des gens vont faire prendre une grande inspiration. Bon, quand je prends une grande inspiration, effectivement, je vais inspirer beaucoup d'oxygène d'un coup. Ça, oui, ça c'est logique, on comprend tous.
Mais ce qu'on n'imagine pas forcément, c'est que quand je prends une grande inspiration, derrière, il y a une grande expiration. Et quand j'expire beaucoup de dioxyde de carbone. Okay. Que je prenne une grande inspiration ou non, mon sang est quasiment tout le temps saturé en oxygène. C'est-à-dire il est toujours à 95% ou plus, même si je respire tout doucement. D'accord ? Par contre, ce n'est pas garanti que cet oxygène aille du sang vers les cellules. Et pour garantir qu'il aille du sang vers les cellules, il faut qu'il y ait suffisamment de dioxyde de carbone présent dans le sang pour faire ce changement. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Bohr, B-O-H-R. Et c'est pour ça que, parce que c'est pareil, c'est un peu une tendance dans le monde du bien-être, même de la spiritualité, de faire du travail respiratoire, du breathwork, on dit en anglais. Et la plupart de ces techniques, c'est beaucoup d'hyperventilation. Des choses comme ça. Bon, ça a des effets un peu psychédéliques des fois, mais par contre, ça va désoxygéner mes cellules. D'accord ? Donc, ça ne veut pas dire que ça n'a pas sa place, c'est un outil, mais si notre objectif, c'est le bien-être et la longévité, et vraiment oxygéner nos cellules au plus profond, plus je respire tranquillement, mieux c'est. Et donc, il y a tout un tas de techniques qui existent pour se réhabituer à respirer lentement, et même pendant le sport, pour augmenter la performance sportive, notamment pour le cardio, respirer d'une certaine façon, aussi pour récupérer plus rapidement. Si par exemple je fais des sprints, je pose, sprint, je pose. La façon dont je respire peut déterminer si j'absorbe mieux l'oxygène et donc je récupère plus vite entre mes séries de sprints. C'était plus clair ? Voilà.